Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 9 avril. L'Algérie exprime son regret après la confirmation par les États-Unis de leur position considérant le plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine comme la seule solution au conflit du Sahara occidental. Au moins 45 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs dizaines d'autres blessés ce mercredi à la suite de bombardements ayant visé plusieurs régions de la bande de Gaza, le plus meurtrier étant celui de Choujaïa à l'est de la ville de Gaza. Au moins 35 Palestiniens sont tombés en martyrs. Les excellentes relations entre l'Algérie et la Tunisie et le passage à vide que traverse le système actuel des relations internationales évoqué par le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf, reçu à Tunis par le président tunisien Kais Saied. Et puis la guerre commerciale est bel et bien déclarée. Washington vient d'augmenter à 125% ses tarifs douaniers sur les produits chinois après l'annonce par Pékin de riposter en taxant de 84% les produits américains. Bonsoir à tous. L'Algérie a exprimé ce mercredi son regret après la confirmation par les États-Unis de leur position considérant le plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine comme la seule solution au conflit du Sahara occidental. Le ministère algérien des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a souligné que l'Algérie regrettait la confirmation de cette position de la part d'un membre permanent du Conseil de sécurité dont il est normalement attendu qu'il témoigne d'un respect de la légalité internationale. Dans ce cadre, l'Algérie a réaffirmé que la question du Sahara occidental relevait fondamentalement d'un processus de décolonisation inachevé et d'un droit à l'autodétermination inaccompli. Et de son côté, le gouvernement de la République arabe sahraoui démocratique a exprimé son profond regret envers le parti pris de l'administration américaine en faveur des thèses expansionnistes marocaines, réaffirmant son rejet de toute association ou de marchandage de la question du Sahara occidental en tant que question de décolonisation avec des positions ou alliances liées à d'autres questions. Le gouvernement sahraoui a souligné que cette position constituait une contradiction flagrante avec la légalité internationale. Et selon une étude faite par la revue scientifique Technium Social Sciences Journal, la position américaine est tout à fait contraire au droit international. Éclairage, Neylaït Hamouda. La reconnaissance par l'administration Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental se fait au détriment des principes les plus fondamentaux du droit international. Dans une étude publiée en 2021 par le Technium Social Science Journal, la reconnaissance des États-Unis de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental constitue une violation flagrante de non-reconnaissance d'une situation illégale telle que définie par le droit international. L'obligation de non-reconnaissance d'une situation créée par une violation grave de normes impératives consacrées par le droit international coutumier est rappelée à l'article 41.2 du projet d'article sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites qui dispose qu'aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave au sens de l'article 40, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. Le Sahara occidental a été inscrit par l'Assemblée générale des Nations unies sur la liste des territoires non autonomes en 1963. En août 1974, l'Espagne, ancienne puissance occupante, a accepté le principe d'autodétermination du peuple sahraoui. Dans son avis consultatif rendu le 16 octobre 1975, la CIG a déclaré que les éléments et informations qui lui ont été présentés n'établissent aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental et le Royaume du Maroc. Par conséquent, la Cour n'a pas constaté de lien juridique de nature à affecter l'application de la résolution 1514 relative à la décolonisation du Sahara occidental, et en particulier du principe d'autodétermination par l'expression libre et authentique de la volonté des peuples du territoire.
L'étude met également en évidence que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été affirmé dans la Charte des Nations Unies. Le deuxième objectif de l'ONU, consacré à l'article 1 de la Charte, est de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. L'étude met en relief des cas de jurisprudence dans lesquels le principe de non-reconnaissance a également été appliqué aux situations créées par une violation du principe de non-recours à la force. Alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra le 14 avril une réunion d'information et des consultations à huis clos, il se penchera une nouvelle fois sur la situation au Sahara occidental. La position des USA, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, tend à faire pression sur l'organe suprême des Nations Unies, lui-même pointé du doigt pour ses nombreuses failles juridiques quant à la mission qu'il confère à la MINURSO, mais aussi sur son inaction face aux nombreuses violations du droit international et du droit international humanitaire au Sahara occidental. Et pour en savoir un peu plus sur ce dossier, nous avons en direct avec nous Obi Bouchraya Bachir, représentant du Front Polisario à Genève. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, quelle est votre réaction par rapport à la confirmation par Washington de sa position, considérant le plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine comme la seule solution au conflit du Sahara occidental ? Cette prise de position, même si elle n'est pas surprenante, elle est tout à fait déplorable, je crois, à plusieurs égards. Ouais. D'abord, constitue une violation directe du droit international, des différentes résolutions de l'ONU, le statut du territoire du Sahara occidental, qui est confirmé depuis l'avis de La Haye, de la Cour de justice en 1975, en tant que territoire distinct et séparé. La Cour de justice de l'Union européenne vient de l'affirmer. Donc, et ça, c'est la position de toutes les organisations internationales, l'ONU, l'Union africaine et le reste. Deuxièmement, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est la puissance mondiale numéro 1, membre permanent du Conseil de sécurité. Elle a une responsabilité particulière envers la paix mondiale qui s'est fait autour du respect du droit international. Et ça, c'est un manquement. Oui. Au sens des responsabilités, surtout vis-à-vis du processus politique. Et en parlant de responsabilité, vous parlez de responsabilité, Obi Bouchraya Bachir. Vous parlez de responsabilité. Alger a regretté une telle position de la part des membres du Conseil de sécurité censés respecter la légalité internationale. Or, cette prise de position impactera-t-elle, selon vous, le briefing que doit présenter le 14 avril l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, au Conseil de sécurité à la suite de sa tournée régionale? Oui, exactement. Ça, c'est un revirement qui s'est produit à la veille pratiquement du briefing mi-terme que de Mistura va présenter aux membres du Conseil de sécurité à la suite de sa tournée dans la région. Cette prise de position va certainement conditionner et même compromettre la position de l'envoyé personnel du secrétaire général. Et pas seulement ça, il va contribuer à la paralysie pratiquement des efforts des Nations Unies sous l'égide de Mistura et peut-être produira des dérapages dans la région et la stabilité régionale. Donc c'est un revirement qui a des conséquences qui vont au-delà du processus politique pour toucher même la situation sur terre. Une dernière question rapidement, Obi Bouchraya Bachir. Selon vous, permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination reste aujourd'hui, selon vous, donc une solution, l'unique solution viable à la question du Sahara occidental? Exactement, ça c'est le seul accord qui a été convenu entre les deux parties sous les auspices de l'ONU. Ça c'est la seule voie
à régler ces conflits en conformité avec les résolutions des Nations Unies et le droit international. Le peuple sahraoui, le Front Polisario, avait exprimé même qu'il n'y a pas de problème d'inclure le plan d'autonomie comme une troisième option devant les Sahraouis pour choisir afin de définir le statut définitif, décider le statut définitif du territoire et le décoloniser. Mais l'exercice du droit inaliénable à l'autodétermination, c'est un passage obligatoire aujourd'hui et demain. Et l'unique solution, selon vous, Oubi Bouchlaï Bachir, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes représentant du Front Polisario à Genève. Merci. Je vous en parlais également en titre. Au moins 45 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs dizaines d'autres ont été blessés ce mercredi à la suite de bombardements ayant visé plusieurs régions de la bande de Gaza au 23e jour de la reprise par l'entité sioniste de son agression génocidaire contre la bande de Gaza. D'ailleurs, depuis le 18 mars, l'entité sioniste a fait au moins 1482 martyrs et 3688 blessés, portant le bilan des victimes depuis le 7 octobre 2023 à 50 846 martyrs et 115 729 blessés. Un véritable carnage a eu lieu ce mercredi dans le quartier de Choujaïa, à l'est de la ville de Gaza, où au moins 35 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans une série de frappes aériennes des forces de l'entité sioniste. Le récit de Asmalaïd. La barbarie sioniste, toujours en action à Gaza, cette fois-ci c'est la région de Choujaïa qui est le théâtre d'un nouveau carnage de masse sioniste. Au moins une trentaine de personnes sont tombées en martyrs ce mercredi, dont des enfants et des femmes, et d'autres ont été blessés lorsque des avions de combat de l'entité sioniste ont bombardé des maisons dans le quartier de Choujaïa, à l'est de la ville. 16 membres d'une même famille ont été ciblés, 8 enfants et 8 femmes, alors que 19 autres sont restés piégés sous les décombres. La défense civile n'arrive plus à accomplir sa mission par manque de moyens. Écoutez ce cri de détresse d'un secouriste palestinien. Il est toujours en vie, regardez Hussam, on n'arrive pas à le retirer sous les décombres comme vous êtes en train de le voir. On n'entend plus le cri des enfants qui étaient à l'intérieur de la maison. Ils sont tous tombés en martyrs. On n'arrive plus à sauver des vies. Les équipes de secouristes sont incapables de sauver les civils coincés sous les décombres en raison du manque de moyens. Nous travaillons avec des équipements simples, ce qui nous fait perdre du temps et des efforts. Nous utilisons de simples moyens pour récupérer les corps. La défense civile n'arrive plus à sauver des vies, par faute de moyens. Des images qui en disent long sur la souffrance des Palestiniens, décuplée depuis le début de ce génocide ininterrompu. Le quartier de Choujaïa a été ce mercredi le théâtre d'explosions violentes, de bombardements incessants. Depuis la rupture le 18 mars du cessez-le-feu entré en vigueur depuis le 19 janvier dernier, les forces d'occupation sionistes ont repris leur bombardement incessant à Gaza, ne laissant aucun endroit sûr, faisant preuve d'une indifférence glaçante face au bilan catastrophique qui ne cesse de s'alourdir. L'armée d'occupation continue de détruire des bâtiments résidentiels dans plusieurs villes dans l'est de la bande de Gaza. Les actions de l'entité sioniste semblent correspondre à la définition au sens propre du nettoyage ethnique. Le but du bureau sioniste est très clair, la préparation d'un projet de déportation de la population de Gaza et l'empêchement définitif du retour des Palestiniens à leurs terres. Intensifier les attaques contre Gaza pour mettre en œuvre le plan américain visant à déplacer les Palestiniens de l'enclave dans le but de s'accaparer de leurs terres pour l'offrir à l'entité sioniste, mais c'est sans compter sur la veillance et la résilience d'un peuple attaché plus que jamais à ses racines et à sa terre, un attachement ancestral qui ne risque pas de changer. Et après ce massacre, les forces de l'entité sioniste sont revenues à la charge en bombardant une nouvelle fois ce même quartier de Choujaïa, à l'est de la ville de Gaza, faisant au moins 5 martyrs et plusieurs blessés. Les victimes ont été transportées à l'hôpital Al-Ahli.
Je vous en parlais en titre, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a été reçu ce mercredi à Tunis par le président tunisien. Kais Saïed Attaf est arrivé en Tunisie en sa qualité d'envoyé spécial du président algérien Abdelmadjid Tebboune pour une visite officielle. À cette occasion, Attaf a indiqué avoir abordé avec le président tunisien les relations algéro-tunisiennes qualifiées d'excellentes, regrettant toutefois le passage à vide que traverse le système actuel des relations internationales. Malheureusement, les conditions qui nous entourent à l'échelle régionale, continentale et internationale ne sont ni prometteuses ni rassurantes. Le système actuel des relations internationales, tant sur le plan politique qu'économique, connaît un déclin inquiétant, notamment en raison du mépris croissant des règles et lois internationales les plus fondamentales, de la neutralisation du rôle des organisations internationales, notamment des Nations Unies, et des revers répétés auxquels le multilatéralisme est confronté face à la montée de l'isolationnisme, de la logique de la force et de l'anarchie elle-même. Face à ces évolutions, le Moyen-Orient et notre continent africain ont été et continuent d'être les plus touchés. La cause palestinienne traverse actuellement l'une des périodes les plus dangereuses de son histoire, avec un défi existentiel qui devient de plus en plus marqué. Cela est particulièrement vrai compte tenu de la course effrénée visant à éliminer ce problème plutôt que de chercher une solution durable, conforme aux principes du droit international établi il y a 8 décennies. De même, la situation en Afrique connaît une détérioration préoccupante sur tous les plans sécuritaires, politiques et économiques. Il suffit de rappeler le nombre alarmant de conflits, de crises et de guerres qui dominent désormais le paysage continental, touchant l'ensemble de ces régions et en particulier la région du Sahel saharien. Nouvelle onde de choc, je vous le disais en titre, dont la guerre commerciale déclarée par l'administration Trump, Washington, vient d'augmenter à 125% ses tarifs douaniers sur les produits chinois. Cela est venu après l'annonce par Pékin de riposter en taxant de 84% les produits américains. Les pays européens, eux, continuent de faire profil bas. Mohamed Wali Ben Shaban. L'annonce a fait la une du journal télévisé de la CCTV. Pékin répond à Washington. La commission des tarifs douaniers du Conseil des affaires d'État a annoncé aujourd'hui qu'à compter du 10 avril à midi 01, les taux de droits de douane stipulés dans l'annonce numéro 4 de 2025 de la commission des tarifs douaniers du Conseil des affaires d'État sur les marchandises importées en provenance des États-Unis seront ajustés. Le taux de droits de douane pour toutes les marchandises importées des États-Unis passera de 34% à 84%. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine connaissent une nouvelle escalade. Après l'imposition de lourdes taxes douanières sur les produits chinois, Pékin réagit en adoptant le principe de réciprocité. Nouveau rebondissement après les déclarations faites hier par la Chine sur une guerre commerciale qui ne profiterait à personne. Je tiens à réitérer qu'il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale ou tarifaire. Le protectionnisme n'offre aucune issue. Le peuple chinois ne provoque pas de troubles, mais nous n'en avons pas peur. Recourir à la pression, aux menaces et au chantage, ce n'est pas la bonne façon de dialoguer avec la Chine. La Chine prendra toutes les contre-mesures nécessaires pour défendre résolument ses droits et intérêts légitimes. Par ailleurs, la Chine a annoncé également mercredi avoir saisi l'Organisation mondiale du commerce après l'imposition des nouveaux droits de douane américains sur ses produits. De son côté, l'Union européenne a exprimé ses préoccupations concernant l'impact de ces mesures sur ses économies et cherche à éviter une escalade qui pourrait nuire à l'économie mondiale. Les mesures que nous proposons atteignent leur objectif, à savoir minimiser les dommages ici, dans l'Union européenne, en nous donnant un maximum de poids dans nos négociations. Et je le répète et je le répéterai jusqu'à en perdre la raison, nous ne voulons pas de droits de douane, nous voulons les éviter, nous n'avons pas provoqué cette situation, nous essayons de la régler. Nous attendons que nos homologues américains s'engagent de manière significative.
Les conséquences d'une telle guerre commerciale seraient multiples. Hausse des prix pour les consommateurs, réduction des échanges commerciaux et possible ralentissement de la croissance économique mondiale. Les entreprises internationales dépendantes des chaînes d'approvisionnement mondiales seraient particulièrement vulnérables aux nouvelles barrières commerciales. Allez, parlons numérique en Algérie, l'intelligence collective au service de la prise de décision au niveau institutionnel. Voilà en quelque sorte l'esprit dans lequel les recommandations émanant des travaux de l'événement Connected Algeria 2025 ont été élaborées par les acteurs du numérique. Une expérience originale qui a retenu toute notre attention. Nous vous proposons de la découvrir dans ce reportage. Il s'agit en quelque sorte du laboratoire d'où germeront les idées qui permettront aux institutionnels de façonner l'Algérie connectée de demain. Dans ces ateliers organisés en marge de l'événement Connected Algeria 2025, les acteurs de la transition numérique se creusent les méninges pour assurer une remontée d'informations précieuses aux décideurs. Et là, vous êtes dans l'atelier qui est sur les développements des technoparcs et des cyberparcs. On a comme mission et comme objectif de créer des recommandations pour le gouvernement et le ministère des Télécoms. Donc là, on a tous à peu près 3 heures de travail et on suit une méthodologie. Et c'est une méthodologie de ce qu'on appelle l'intelligence collective. Objectif, proposer des recommandations qui serviront de feedback. Cette méthode particulière, elle sert à avoir déjà un travail individuel. Ça veut dire que chaque personne qui est ici va donner son propre savoir. Il existe par exemple, la personne qui est derrière moi a créé un accélérateur, un incubateur qui n'est même pas encore connu. Et donc par exemple, ça permet aux gens d'avoir et d'identifier des nouveaux acteurs que personne ne sait. Après, ça nous permet surtout de créer une forme de phrase. C'est-à-dire chacun va avoir un travail individuel. Quand on aura fini ce travail individuel, on va avoir différents éléments. Et de tous ces éléments, on va créer une recommandation. 4 thématiques différentes ont été retenues et soumises au débat sous la supervision d'experts. L'intelligence collective émanant des acteurs du terrain au service de la prise de décision, c'est désormais la vision adoptée par les donneurs d'ordre en vue de garantir une prise de décision réaliste et en phase avec les problématiques et les perspectives du secteur. Alors déjà, c'est d'intégrer et d'être user-centric, ça veut dire d'intégrer les premiers acteurs, donc ceux qui sont finalement les bénéficiaires de l'écosystème. On voit derrière moi, parmi un incubateur privé, il y a des consultants qui sont là, il y a des mentors, il y a des coachs. Donc de prendre finalement toute l'information, de la faire remonter, parce que souvent on a du top-down, c'est-à-dire que l'information vient d'en haut et descend. Là, c'est différent, c'est plutôt une horizontalité. On va avoir des gens qui vont avoir des prismes de vue différents. Et automatiquement, les recommandations seront différentes. Parmi les orientations proposées, les participants à ces ateliers préconisent la création d'une agence nationale dédiée aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux start-up afin de garantir leur conformité aux normes actuelles de la cybersécurité avec l'adoption d'une législation globale spécifique à ce domaine. Ça permet un petit peu à la fois de se connaître, donc l'écosystème se parle. Ça permet aux institutions de rencontrer d'autres institutions, d'autres ministères, parce qu'ils n'ont pas l'habitude finalement de se rencontrer tout le temps. Donc c'est un événement, c'est aussi ce qu'on appelle un tiers-lieu éphémère. À un moment donné, on se rencontre tous ensemble, on se remet à jour, on met les informations, on voit les opportunités et on peut créer des nouveaux partenariats. Les participants ont également suggéré la mise en place d'une plateforme nationale destinée à l'utilisation de l'intelligence artificielle et des communications dans les services publics, outre la création de zones d'investissement numérique pour attirer les investisseurs dans les secteurs technologiques à forte valeur ajoutée. Et tout de suite, Iman Merad, notre journaliste média, vous propose une immersion totale au cœur de l'événement Connected d'Algeria 2025. Iman, bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Alors, le tout numérique, ce sera pour 2029. Comment l'Algérie fera-t-elle la transition ? Alors, tout à fait Abdelkader. Donc, le Connected Algeria 2025, donc c'est un événement qui s'est déroulé en 2 jours où les acteurs de la technologie, les professionnels de la technologie se sont rencontrés, ils ont échangé. Il y avait des débats, donc des talk tech où plusieurs thématiques très intéressantes ont été abordées, à savoir la cybercriminalité, la cybersécurité, la transformation des données et l'intelligence artificielle aussi qui est d'actualité. Donc il y avait aussi
plusieurs ateliers, plusieurs workshops, comme nous venons de voir le sujet de Kherdin Batash, donc la transformation numérique et le e-gouvernement. Donc c'était l'atelier qui avait connu beaucoup d'engouement. Donc dans les conclusions, si vous voulez, de cet atelier vont établir une base, ou plutôt on va dire un feedback qui va permettre justement de passer à l'ère digitale, à la numérisation, donc accélérer ce passage vers la numérisation, mais aussi réaliser ce qu'on appelle la souveraineté numérique nationale, justement pour concrétiser cette vision de 2029. Les participants justement de ce workshop ont suggéré, on va dire, quelques séries de recommandations qui vont permettre justement de concrétiser. Et on va parler de la création d'un label national destiné aux petites et moyennes entreprises et aux startups, l'accélération justement du déploiement du réseau 5G en Algérie, mais aussi nous avons la mise en place d'une plateforme nationale dédiée à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Très bien, merci Emel Merad pour toutes ces précisions. Ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.